puisque dès qu'on prononce le mot islamiste, en fait, ce qu'on voit, c'est le salafiste barbu, dangereux, obscurantiste, etc. Et en fait, la démocratie des autres nous inquiète. On est inquiet parce qu'ils vont avoir le choix. Vous ne savez pas faire usage de la démocratie. Voilà. Il y aura peut-être des émissions en Tunisie pour s'inquiéter de notre abstentionnisme massif ou de la manière dont on amène le Front National au deuxième tour. Voilà. Moi, j'ai l'impression aussi que ce qu'on a vu nous parle aussi de nous. C'est-à-dire nous parle aussi du regard qu'on a sur ces pays-là, sur ces peuples-là. Et moi, j'ai l'impression que ce qui s'annonce, c'est un récit paternaliste en fait, où on va agiter la menace de l'islam, qui est la grande menace, en confondant tous les islams, en confondant même tous les islamismes, puisque dès qu'on prononce le mot islamiste, en fait, ce qu'on voit, c'est le salafiste barbu, dangereux, obscurantiste, etc. Et ce que ça va permettre, de dire, vous voyez bien, il fallait garder Ben Ali, ou il fallait faire l'éloge de ce généreux Kadhafi, parce qu'il nous protégeait de l'islam. Et en fait, la démocratie des autres nous inquiète. On est inquiet parce qu'ils vont avoir le choix. On est inquiet parce qu'on est devant quelque chose de très ambivalent. Et on n'est pas loin de leur faire la leçon en leur disant vous ne savez pas faire usage de la démocratie. Voilà. Nous, je crois que notre usage de la démocratie, il est pas formidable. Et il y aura peut-être des émissions en Tunisie pour s'inquiéter de notre abstentionnisme massif ou de la manière dont on amène le Front National au deuxième tour. Voilà. Moi, je crois qu'il y a quand même une certaine myopie occidentale de dire qu'il n'y a pas de tradition démocratique dans le monde arabe ou dans des pays comme la Tunisie. C'est quand même la première ligue des droits de l'homme, une grande tradition syndicale qui a plus de 50 ans et qui pourrait nous donner des leçons en termes de mobilisation. De l'islamisme. Je crois qu'il ne faut pas en faire un bloc monolithique. On a aujourd'hui une évolution au sein du monde arabe, dans le cadre du printemps arabe, vers l'AKP turque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Turquie, l'AKP au pouvoir, montre qu'on peut à la fois respecter pour l'essentiel les acquis démocratiques, je suis le premier à le dire, et en même temps avoir une espèce de tenir une espèce de conservatisme avec des référents, effectivement, qui sont plutôt, on va les appeler islamo-conservateurs. Elisabeth Moutet. Je voudrais rappeler en exergue que, par exemple, la Grande-Bretagne a une religion établie dont le chef est le monarque. Et que ça n'empêche pas d'être une démocratie. Donc effectivement, l'idée qu'on peut parfaitement concilier l'article 1 de la Constitution tunisienne et puis une démocratie. La thèse du post-islamiste selon laquelle finalement les islamistes auraient disparu et que nous serions en présence de révolutions imberbes et laïques, je crois que c'était un peu forcé. Finalement, nous sommes en présence de révolutions démocratiques, porteurs aussi d'ambivalence dans ces références à l'islamité et à la religion, et nous le voyons aujourd'hui dans les transitions démocratiques. Nous avons des démocrates sincères qui vous disent l'islam doit rester religion de l'État. En Tunisie, je vous signale que les défenseurs de la thèse de l'article 1, l'islam religion d'État, vous avez les islamistes, vous avez les sociodémocrates, vous avez les nationalistes arabes et une grande partie de la gauche qui ne veut pas toucher à l'article 1 de la Constitution, et que les laïcs qui eux veulent supprimer l'article 1, c'est-à-dire l'islam dans la Constitution comme référence de l'État, sont très 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 minoritaires. On peut le regretter, mais les bons sociodémocrates tunisiens, les équivalents de François Hollande tunisiens, sont pour le maintien de cette référence en jouant sur l'ambivalence, qu'il s'agit d'une référence culturelle et non d'une référence religieuse. On ne veut pas y toucher. Donc l'islamité participe, je dirais, des mobilisations politiques dans le monde arabe, qu'on soit content ou pas content. Je suis assez d'accord. Mais si vous voulez, on le voit bien aujourd'hui. Tous les partis politiques, par exemple en Tunisie, j'ai regardé les programmes, disent on est pour la séparation du religieux et du politique. Et ils sont tous contre pour la réforme de l'article 1 de référence à l'islam comme religion de l'État. Donc ça veut dire que la conception même de la séparation aujourd'hui fait quasiment unanimité. On ne veut pas une confusion entre le religieux et le politique, et pourtant on se sent musulman et on veut que cette référence à l'islamité soit constitutionnelle. Et je veux dire que de ce point de vue-là, le sociologue, le scientifique, le chercheur doit non pas dire il faut la laïcité, il faut le sécularisme, ou c'est que des islamistes qui veulent le califat. Il faut qu'ils comprennent comment les acteurs eux-mêmes interprètent cette ambivalence, qui pour eux n'est pas une ambivalence. Se sentir aujourd'hui dans un État moderne, séculariste, comme la Tunisie par exemple, qui reconnaît effectivement aucune femme tunisienne, même voilée, ne veut remettre en cause la pension alimentaire, parce que c'est le seul pays où vous allez en prison si vous ne la payez pas. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en France on ne va pas en prison quand on ne paye pas. Mais toutes les femmes, même voilées, sont d'accord pour que leur mari aille en prison quand elles ne payent pas la pension alimentaire. Quand ils ne payent pas la pension alimentaire. Mais en même temps, ils peuvent voter pour le parti islamiste. Et nous sommes en face de ces zones d'ambivalence qu'il faut pouvoir interpréter et décoder, et non pas imposer des lectures normatives, je dirais, et qui sont, à mon avis, qui ne nous permettent pas de comprendre ce type d'évolution démocratique